tous! Alors, vous aimez les bâtiments publics et les conflits militaires? Pas de problème! Aujourd'hui on regarde Seven Wonders, l'édition 2020. Dans Seven Wonders, vous incarnez des dirigeants de l'Antiquité et vous allez essayer de faire prospérer votre cité à travers 3 âges qui sont représentés par 3 manches de jeu. Au cours de chacune de ces manches, vous allez récupérer des cartes qui représentent les ressources que vous produisez, qui représentent votre force militaire, qui représentent vos découvertes scientifiques, etc. Et vous allez également essayer de construire votre merveille qui symbolise votre cité. Et évidemment, à la fin de la partie, le joueur qui aura le plus de points de victoire sera déclaré vainqueur. Première chose à faire avant de commencer la partie, on va constituer les 3 paquets de cartes qu'on va utiliser durant les 3 manches de jeu. Alors avant toute chose, on doit trier les cartes en fonction du nombre de joueurs. Donc là vous avez inscrit en bas à droite de la carte le nombre de joueurs à partir duquel vous allez l'utiliser. Donc là j'ai sélectionné les cartes pour une partie à 4 joueurs par exemple, mais si on jouait jusqu'à 7, puisqu'on peut jouer jusqu'à 7, on aurait davantage de cartes bien évidemment. On fait la même chose pour l'âge 2 et pour l'âge 3 également. On a juste une toute petite subtilité, c'est que pour l'âge 3, on a aussi un paquet de cartes violettes, et on va en prendre autant que le nombre de joueurs plus 2. C'est-à-dire que là, je joue à 4 joueurs, je vais prendre 6 cartes violettes, alors je ne suis pas obligé de les regarder, je peux juste les prendre au hasard, et je vais les mélanger également dans le paquet de l'âge 3. Ensuite, chaque joueur va choisir une merveille parmi les 7, ou alors vous pouvez les distribuer au hasard, vous faites comme vous voulez, et chacun va choisir s'il utilise la phase jour, qui est conseillée pour la première partie, ou la phase nuit, qui est un tout petit peu différente au niveau des pouvoirs et des effets qu'elle va avoir. Et enfin, chaque joueur va prendre 3 sous, et on est prêt à commencer la partie. Alors, comment se déroule le tour de jeu? Donc là, moi j'ai choisi Ephésos comme cité, je l'ai mise sur sa phase jour, donc je commence la partie comme ça. Au début de chaque manche, on va tout simplement distribuer 7 cartes à chaque joueur. À partir de là, on va drafter les cartes. Alors qu'est-ce que c'est que drafter les cartes? C'est que tous les joueurs vont jouer en simultané, il n'y a pas de tour de jeu, on joue tous en même temps, et tous en même temps, on va choisir une carte dans notre paquet, hop, alors qui nous intéresse évidemment, on ne la choisit pas au hasard, et on la place face cachée devant nous. Une fois que tout le monde a choisi la carte qui l'intéressait, on va révéler cette carte, et on va avoir 3 options. Soit on va pouvoir construire cette carte pour la rajouter dans notre cité, soit on va pouvoir vendre cette carte, parce qu'elle ne nous intéresse pas, qu'on n'en a pas envie, ou qu'on n'a plus d'argent, soit on va pouvoir l'utiliser pour construire des étages de notre merveille. Alors, je reviendrai après sur ces 3 points-là, mais une fois que chacun a fait son choix, donc là par exemple, moi si je choisis de la construire, hop, elle va rejoindre ma cité et venir là, on va prendre les 6 cartes qu'on n'a pas choisies et les passer à notre voisin de gauche. Donc ça, c'est indiqué ici sur la carte, on voit bien qu'avec le petit signe, on le passe dans le sens horaire. Donc chacun passe les cartes qui lui restent à son voisin de gauche, et donc je récupère 6 cartes de mon voisin de droite. À partir de là, on refait la même chose, tout le monde choisit une carte, on la met face cachée, on la révèle simultanément, on la met dans sa cité, on la vend, on l'utilise pour construire notre merveille. Donc si par exemple je peux décider de la vendre, et les 5 cartes qu'on n'a pas utilisées, on les passe encore une fois à notre voisin de gauche, et on récupère, cette fois-là, du coup j'aurai 5 cartes, de mon voisin de droite, etc., etc., et on va faire ça jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que 2 cartes en main. Et quand il nous restera 2 cartes en main, on va en choisir une, qu'on va placer face cachée devant nous, on révèle, etc., tout le monde fait ce qu'il veut, et la dernière carte qu'on a en main, on ne va pas la passer à notre voisin de gauche, on va tout simplement la défausser, elle ne sera pas utilisée durant cette manche. Donc en gros, à chaque âge de jeu, vous allez jouer 6 cartes au maximum. La seule petite différence à l'âge 2, c'est qu'on va passer les cartes dans le sens anti-horaire, c'est indiqué ici, donc on passera les cartes à notre voisin de droite, et à l'âge 3, on repassera dans le sens horaire, donc on passera les cartes à notre voisin de gauche. Alors revenons maintenant plus en détail sur les différentes actions que je peux faire avec les cartes que je récupère. Alors lorsque je récupère une carte, la première action, la plus simple, c'est que je peux vendre la carte. Et lorsque je vends la carte, je ne vais pas la révéler, je vais juste la défausser face cachée au centre de la table, et je vais récupérer 3 sous que j'ajoute à ma réserve. Alors quelle que soit la carte que je défausse, je vais toujours gagner 3 sous. Deuxième chose que je peux faire, c'est de construire la carte. Alors là, pour construire la carte, il faut que je puisse me la payer, évidemment, et le coût d'une carte va être indiqué à cet endroit. Par exemple, ces cartes-là coûtent des ressources, cette carte-là coûte une pièce. Au début de la partie, il y a beaucoup de cartes qui coûtent absolument rien, par exemple, ces 2 cartes ne me coûtent rien. Dans ce cas-là, au moment où je révèle la carte, je la place juste à côté de ma cité, et c'est bon, elle est construite, elle est à moi jusqu'à la fin de la partie. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Deuxième possibilité,
La carte peut également me coûter de l'argent, cette carte-là me coûte 1 sou, bah dans ce cas-là je paye tout simplement 1 sou, hop, je fais de la monnaie, et je peux la construire. Alors en général, comme c'est une carte marron, les cartes ressources on les met hop, ici, et comme ça on voit tout de suite quelles sont les ressources qui sont disponibles dans notre cité, et on commence même directement imprimé sur notre merveille avec une ressource de départ. Moi je commence déjà avec un parchemin. Et enfin, troisième manière de construire une carte, ça va être de payer son coût en ressources. Donc par exemple, si je veux construire la caserne ici, il faut que je dispose d'un minerai. Alors il n'y a pas de problème, j'ai déjà un filon ici qui me fait un minerai. Donc lorsque je révèle cette carte, je peux tout à fait l'ajouter à mes autres cartes, et ça me fera un symbole militaire. On verra après ce que ça fait. J'aurais aussi pu construire la tour de garde, puisque la tour de garde me coûte une brique, et que je produis également des briques ici. Mais bon, on peut construire qu'une seule carte par tour. Si à tout moment dans la partie où vous devez construire une carte, vous n'avez pas les ressources nécessaires, donc par exemple ici, je dois construire ce bâtiment qui me coûte une brique et je n'ai pas de briques, vous avez cependant la possibilité d'aller acheter des briques chez vos voisins. Alors les voisins, c'est vraiment le joueur qui est juste à votre droite et le joueur qui est juste à votre gauche. Vous n'allez pas interagir avec les autres joueurs. Donc regardons par exemple le joueur qui est à ma gauche, lui il a la ville de Gizeh et la pyramide, et lui par contre il produit de la brique. Alors que moi je n'en produis pas. Il produit aussi des pierres, mais les pierres ça m'intéresse pas. Donc je vais pouvoir lui acheter, une fois par tour, chacune de ses ressources. Je peux très bien lui acheter une brique et une pierre, et chacune des ressources que je lui achète va me coûter 2 sous. Alors évidemment, comme je ne peux pas stocker les ressources, ça sert à rien que je lui achète de la pierre, parce que j'ai pas besoin de pierre. Par contre, j'ai besoin de briques, donc je peux lui payer 2 sous pour profiter de la brique qu'il produit. Alors lui, ça ne l'empêche pas du tout d'utiliser cette brique, ça va juste lui faire un bonus, parce que moi je vais lui donner de l'argent pour pouvoir l'utiliser. Hop, donc je lui donne 2 sous, il les récupère, et moi je considère que je produis comme une brique à ce tour de jeu, et j'ai le droit de construire ma tour de garde pour me faire un deuxième symbole militaire. Petite précision, vous ne pouvez acheter à vos voisins que les ressources qui sont sur des cartes grises, les ressources qui sont sur des cartes marron, ou les ressources qui sont déjà imprimées sur leur plateau merveille. Et puis il y a une dernière manière de pouvoir construire des bâtiments, c'est ce qu'on appelle le chaînage. Alors le chaînage, c'est quand un bâtiment que vous allez construire à un moment va vous permettre de construire gratuitement un autre bâtiment un petit peu plus tard dans la partie. Alors ça se passe avec les symboles qui sont indiqués ici en haut à droite des cartes. Alors toutes les cartes n'en ont pas, certaines en ont, d'autres pas. Par exemple, ici, l'hôtel a un symbole de chaînage, le puits a également un symbole de chaînage, mais la tour de garde, elle, n'a aucun symbole de chaînage, donc elle ne me permettra pas de construire de bâtiment plus tard. Alors imaginons que, par exemple, je construise l'hôtel ici, qui a ce symbole-là. Je le construis à l'âge 1. Il ne se passe rien pendant 2 âges, et puis à l'âge 3, je récupère cette carte Panthéon, et cette carte Panthéon, vous voyez qu'elle coûte extrêmement cher. Mais elle a également, à côté de son cou, ce symbole de chaînage, qui est exactement le même symbole que celui que j'ai sur mon hôtel. Et bien dans ce cas-là, je peux construire cette carte Panthéon totalement gratuitement. Donc les bâtiments que vous allez construire à l'âge 1 vont potentiellement vous permettre de construire gratuitement des bâtiments à l'âge 2 et à l'âge 3. Alors en plus, après, quand vous connaissez les cartes, c'est encore plus facile, mais bon, vous n'avez pas besoin non plus de les apprendre. Donc là, si je révèle cette carte, je la révèle, même si j'ai aucune ressource devant moi et que j'ai pas d'argent, ça n'a aucune importance puisque j'ai le symbole de chaînage, donc boum, je peux la construire gratuitement. Donc on a vu qu'à votre tour de jeu, avec une carte que vous avez choisie, vous pouvez d'abord la vendre pour gagner 3 sous, ou vous pouvez la construire, soit parce qu'elle est gratuite, soit en payant de l'argent, soit parce que vous avez les ressources, éventuellement que vous avez achetées à votre voisin, soit parce que vous avez le symbole de chaînage qui vous permet de la construire gratuitement. Mais outre cette action de vendre une carte ou de construire une carte, vous avez une troisième action possible, ça va être de commencer à construire votre merveille. Et oui, parce que c'est pas pour rien que le jeu s'appelle Seven Wonders. Donc vous constatez ici que sur le plateau de jeu, il y a 3 emplacements, et chacun de ces emplacements correspond à la construction d'une partie de votre merveille. Donc votre merveille ne sera complète que lorsque vous aurez construit ces 3 emplacements. Pour construire ces 3 emplacements, eh bien, lorsque vous choisissez une carte, par exemple à ce tour-là, hop, j'ai choisi cette carte-là, vous n'allez pas ni la vendre ni la construire, vous allez l'utiliser pour construire un étage de votre merveille. Et pour ça, peu importe le coût de la carte, vous n'allez pas le payer, vous allez juste utiliser la carte pour construire votre merveille, vous allez la glisser ici, hop, sous votre plateau, pour indiquer que cette étape de votre merveille est construite.
Alors attention, il faut remarquer qu'il y a des petits symboles ici, et oui évidemment c'est pas gratuit. Donc pour construire ici mon premier étage, ma première partie de cette merveille, je dois payer 2 briques, et je dois les payer comme lorsque je construis une carte. Donc là par exemple je produis déjà une brique, il me manque une brique, et bah ça tombe bien, mon voisin de gauche produit déjà des briques, hop, je peux le payer 2 pour avoir un deuxième symbole de brique. Pour construire ce deuxième étage de merveille ici, il faudra que je dépense 2 bois. Alors là, j'ai pas de bois, peut-être que mes voisins n'ont pas de bois, bah, il faut que j'attende un petit peu pour que quelqu'un construise du bois ou que je récupère une carte qui me permette d'avoir du bois. Et ici, c'est pareil, le troisième étage, il faudra que je paye du minerai et du verre. Donc ça, toutes les merveilles sont différentes, certaines merveilles ont 4 étapes, d'autres ont 2 étapes, ça change un petit peu, les coûts sont très différents, et ici les bonus que vous récupérez en fonction des étapes de merveille que vous construisez sont également très différents. Là c'est très simple, pour Ephésos, ici vous gagnez des points de victoire, là vous gagnez immédiatement de l'argent, et là vous gagnez également des points de victoire. Mais rien que si je le place, hop, de l'autre côté, vous remarquez que c'est déjà très différent. Le premier étage ne me coûte plus de la brique, mais de la pierre, et me rapportera à la fois de l'argent et des points de victoire. Le deuxième étage me coûte toujours du bois, mais il me rapportera de l'argent et des points de victoire. Et le troisième étage me coûte maintenant du tissu, je crois, et me rapportera aussi des pièces et des points de victoire. Donc ce qui vous permet aussi, en fonction de ces bonus que vous allez récupérer, d'orienter votre stratégie dans le jeu. Et voilà, vous avez déjà une bonne idée des règles de Seven Wonders, mais tout l'intérêt du jeu va venir des différents pouvoirs des cartes que vous allez jouer, qui ont chacune un petit peu leur particularité, qui va dépendre essentiellement de leur couleur. Alors on a déjà vu les cartes marron, qui sont des cartes ressources, et vous avez plusieurs types de ressources différentes, du bois, de la pierre, de la brique et du minerai. Alors quand vous avez un slash, ça veut dire que vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, mais vous ne pouvez pas utiliser les deux dans le même tour, mais ça vous donne de la flexibilité quand même. Et vous avez également 3 cartes ressources grises, qui sont le verre, le tissu et le papier, le parchemin, le papyrus. Donc ça c'est pour les cartes ressources, les cartes marron et les cartes grises. Les cartes bleues, quant à elles, rapportent uniquement des points de victoire, c'est très facile à comprendre, c'est ce symbole-là qu'on retrouve également sur les merveilles. Les cartes jaunes, quant à elles, ont des effets assez variés, mais qui sont plutôt en relation avec l'argent. Par exemple, cette carte jaune vous rapporte directement 5 sous, ou ces cartes jaunes-là vous permettent d'aller acheter des ressources à vos voisins à moindre coût. Par exemple, cette carte vous permet d'acheter à votre voisin de gauche des marchandises pour seulement 1 sou au lieu de 2 sous. Cette carte-là vous permet d'acheter ces marchandises-là à votre voisin de droite ou de gauche, également pour 1 sou au lieu de 2 sous. Regardons à présent les cartes vertes, qui représentent les cartes de progrès scientifique, qui vont absolument rien faire durant la partie, qui vont uniquement vous rapporter des points de victoire à la fin de la partie, c'est comme les cartes bleues. Alors elles rapportent des points de victoire de 2 manières différentes. La première manière, c'est que pour chaque lot de 3 symboles différents, il n'y a que 3 symboles différents dans le jeu de toute façon, vous allez gagner 7 points de victoire. Donc si j'ai 2 tablettes, 2 roues et 2 compas, ça me fera 14 points de victoire. Et puis deuxième manière de marquer des points, c'est que pour chacun de ces symboles, vous allez compter à la fin de la partie combien vous en avez. Par exemple, hop, si je me retrouve avec 2 tablettes, alors là c'est le même bâtiment, donc ça c'est pas possible, on n'a pas le droit de construire 2 fois le même bâtiment dans sa cité, mais imaginons que ce soit un autre bâtiment avec le même symbole de tablette. Je compte combien de tablettes j'ai, et je vais gagner ce nombre de points au carré. Donc là j'ai 2 tablettes, x 2, 4 points. Si j'ai une troisième tablette, 3 x 3, 9. Si j'ai une quatrième tablette, ça me fait 16 points. Et si j'arrive à avoir jusqu'à 6 tablettes, ça peut me faire jusqu'à 36 points. Donc les cartes sciences, c'est très intéressant, et plus vous avez de cartes d'un symbole, plus ça vous fait de points, et plus vous avez de lots de 3 symboles, plus ça vous fait de points également. Donc c'est très intéressant, il ne faut pas laisser vos adversaires toutes les récupérer. Regardons à présent les cartes violettes, qui sont des cartes qui ne vont apparaître qu'à partir du 3e âge de jeu, donc tout à la fin de la partie, et ces cartes vont vous rapporter des points, en général en fonction de ce qu'il y a dans les cités de votre voisin de gauche et de votre voisin de droite, donc c'est les petites flèches qui sont ici. Par exemple, cette carte-là me rapportera 1 point pour chaque carte jaune qu'il y a dans la cité de mon voisin de droite et dans la cité de mon voisin de gauche. Et on a pareil pour les cartes bleues, les cartes grises, les cartes marron, etc. Cette carte-là peut me rapporter également un symbole scientifique de mon choix à la fin de la partie. Cette carte-là me rapporte des points en fonction des étages, des parties de merveilles qui ont été construites à la fin de la partie, chez moi et chez mes voisins, puisque la petite flèche ici pointe vers moi, donc c'est pour moi. Ici, ça me rapporte des points en fonction des merveilles construites, là en fonction également des cartes de couleur marron, grise
ou violettes, et ici en fonction des cartes rouges. Et regardons à présent l'effet des cartes rouges, qui sont les cartes qui concernent les conflits militaires. Donc à la fin de chaque manche, une fois que les joueurs ont placé leur dernière carte et ont défaussé la carte qu'ils n'utilisaient pas, on va comparer les forces militaires de chaque cité. Alors imaginons au milieu ici que ce soit ma cité, j'ai 2 symboles boucliers, j'ai 2 symboles de force militaire. Ici c'est la cité de mon voisin de gauche, qui a 3 symboles, et ici c'est la cité du voisin de droite, qui a qu'un seul symbole. Donc on va, en fin de manche, se faire la guerre et gagner des points ou perdre des points de cette manière. Donc d'abord je vais comparer avec mon voisin de droite, et je vais regarder qui a le plus de symboles. Donc là c'est, si jamais on était à égalité, il ne se passe rien. Là j'ai plus de symboles que lui, donc je vais lui mettre une raclée, et comme je lui mets une raclée, je gagne, hop, un petit jeton qui me fera 1 point à la fin de la partie. Et comme lui s'est pris une raclée, eh bien il va se prendre un jeton défaite qui lui fera moins 1 point à la fin de la partie. Une fois que j'ai comparé avec mon voisin de droite, je vais comparer avec mon voisin de gauche. Alors là par contre, c'est l'inverse, c'est lui qui gagne, donc lui va se prendre un jeton qui va lui faire 1 point. Et là, évidemment, j'en ai plus sous la main, hop, voilà, un jeton qui lui fait 1 point, et moi au contraire, je vais me prendre un jeton qui va me faire moins 1 point. Et eux-mêmes, de leur côté, vous comparez chacun avec leur voisin de droite ici, et ici avec leur autre voisin de gauche, ce qui va peut-être leur faire gagner ou perdre d'autres points. Donc ça, c'est à la fin de la première manche. À la fin de la deuxième manche, on fait exactement la même chose, alors les gens auront peut-être plus ou moins de cartes militaires, donc l'équilibre sera peut-être différent. La différence, c'est qu'à la fin de la deuxième manche, lorsque je gagne une guerre, au lieu de gagner 1 point, je vais gagner 3 points. Donc si on était à la fin de la deuxième manche ici, j'aurais gagné 3 points, lui aurait toujours perdu 1 point, j'aurais perdu 1 point quand même contre mon voisin de gauche, et mon voisin de gauche aurait gagné lui aussi 3 points. Et à la fin de la troisième manche, on va gagner cette fois-là 5 points pour chaque guerre qu'on va remporter contre chacun de nos voisins. Par contre, chaque guerre qu'on va perdre va toujours nous faire moins 1 point, quelle que soit la manche, la première, la deuxième ou la troisième. Voilà, donc j'ai à peu près tout expliqué dans le jeu, j'ai pas détaillé absolument tous les symboles que vous allez trouver sur toutes les cartes, parce que parfois il y a certains éléments qui arrivent que sur une ou deux cartes. Je vous ai détaillé vraiment les principaux, mais en tout cas pour ce qui est de tous les autres, vous trouvez absolument toute la description des effets sur ces aides de jeu. Il y a 3 petites aides de jeu qui sont recto verso, hop, et qui vous indiquent les effets que vous allez trouver sur les cartes ou les effets que vous allez trouver sur les merveilles, mais qui sont généralement assez simples à comprendre. On gagne des points de victoire, on perd des points de victoire en fonction des cartes qu'on a chez nous ou des cartes qu'il y a chez nos adversaires. Et voici à quoi pourrait ressembler un espace de jeu d'un joueur à la fin de la partie. Donc on va faire un exemple de décompte. Pour ce faire, on a ici notre petit bloc de score et on va regarder élément par élément. Le premier élément, c'est les merveilles. On regarde combien nous rapportent nos étages de merveilles qui ont été construits. Si jamais j'ai pas construit ici, ça me rapporte 0. Par contre, heureusement, je l'ai construit, donc ça va me faire 7 points. Hop. Donc 7 et 3, ça fait 10. Je note 10 ici. Ensuite, je regarde pour les pièces que j'ai récupérées durant la partie. Chaque lot complet de 3 pièces va me faire 1 point de victoire. Là, j'ai 3 lots complets et un lot qui n'est pas complet, ça me fait donc 3 points de victoire pour mes 11 sous. Ensuite, je regarde l'argent que j'ai gagné avec les conflits militaires. Il se trouve que là, j'ai construit aucune carte militaire et que je me suis fait agresser à toutes les guerres et à tous les âges par mes voisins de gauche et de droite. Donc, j'ai que des jetons défaites. Donc là, je marque moins 6. En même temps, on ne peut pas être bon partout. Ensuite, je regarde les cartes bleues, les cartes de bâtiments publics, civils. Donc ici, ça me fait 13 points. Elle rapporte des points directement. Je regarde mes cartes jaunes. Alors, j'ai une carte jaune ici qui me permettait d'acheter des ressources plus facilement à mes voisins, mais elle me rapporte aucun point, donc ça c'est bien dans la partie, mais à la fin de la partie, c'est pas terrible. Ensuite, je regarde mes cartes vertes. Alors mes cartes vertes, hop, j'ai d'abord un lot de 3 cartes différentes, ça me fait 7 points, plus 1 point parce que j'ai un symbole comme ça, 2 points parce que j'ai un symbole comme ça, et là comme j'ai 2 symboles tablettes, ça me fait 2 x 2, 4 points. Donc ça me fait 7, plus 4, plus 1 pour mes cartes sciences. Et enfin, je regarde mes cartes violettes, et là j'ai pas été très malin, j'ai récupéré aucune carte violette, donc j'ai 0 point pour ça. Je fais le total de mes points, chaque joueur fait le total de ses points, et le joueur qui a le plus de points de victoire est déclaré vainqueur de la partie. Boum! Et voilà, c'est tout pour Seven Wonders. Alors, Seven Wonders, c'est un jeu que pendant très longtemps, c'est un grand classique, hein, je vais pas m'étendre, mais voilà.
pendant très longtemps, j'ai trouvé que le jeu était un petit peu cher, donc je me suis toujours refusé à l'acheter. Donc j'ai attendu qu'ils sortent une nouvelle édition et qu'ils augmentent le prix pour me le procurer, bien évidemment, parce que c'est très logique. Mais je suis quand même globalement extrêmement satisfait de cette nouvelle version. Il faut dire que cette couverture-là paraît assez laide en fait quand on la voit en image. Je ne sais pas pourquoi ça rend aussi mal, alors que quand on la voit en vrai ou même en vidéo, j'étais très perplexe quant au rendu, alors qu'en fait quand on la voit en vrai, elle est plutôt assez jolie, même comparée à l'ancienne édition qui était déjà très jolie. L'avantage de cette édition, c'est évidemment les merveilles qui sont plus grandes, qui sont vraiment très 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 jolies. Je vous les montre rapidement, mais voilà, c'est vraiment très 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 beau. La face jour, la face nuit, hop, voilà. Bon, allez, je vous les montre pas toutes, mais comme ça vous avez un petit peu un exemple de ce à quoi ça ressemble. Celle-là est très très jolie aussi. La nuit, c'est vraiment assez classe, c'est extrêmement lisible, extrêmement beau. C'est pareil pour les cartes également. Alors le dos des cartes, bon, c'est un petit peu brillant, on aime, on n'aime pas. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et le devant des cartes, alors ayant connu un tout petit peu l'ancienne version, c'est vrai que c'est plutôt pas mal la manière dont ils ont remis les informations de manière un petit peu plus claire, un petit peu plus logique sur les cartes, et l'illustration qui couvre vraiment l'ensemble de la carte. C'est vraiment au niveau du matériel, il n'y a absolument rien à dire, c'est vraiment super. Les règles sont vraiment plutôt bien faites, on les comprend très facilement, même si bon, je savais déjà jouer avant de l'acheter. Et puis vous avez évidemment ces petites aides de jeu pour les joueurs. Alors il n'y en a que 3, bon, on peut jouer jusqu'à 7, c'est dommage qu'il n'y en ait pas davantage, mais en même temps, bon, ça se comprend très facilement, c'est vraiment un jeu très très simple, donc je peux comprendre qu'ils aient fait ce choix-là. Il y a juste le seul truc qui m'étonne un tout petit peu, c'est ce choix pour les jetons de guerre. Je sais pas, personne n'a remarqué, moi je trouve que les couleurs sont quand même très connotées et font très fortement penser à une certaine période de l'histoire, mais ce qui est un choix qui m'étonne un petit peu. Moi je ne vois que ça, et puis quand j'ai fait le test avec des gens autour de moi, en leur montrant juste ça complètement hors contexte, en leur disant ça te fait penser à quoi, j'ai toujours eu la même réponse. Donc peut-être que c'est que moi qui vois le mal partout, mais je trouve ça étonnant. Ça me dérange pas à l'instant dans le jeu, je pense qu'ils l'ont pas vu, mais je trouve ça étonnant comme choix de production. À part ça, c'est pas dramatique, tout est extrêmement clair, extrêmement lisible, voilà. Il y a aucun problème là-dessus. Donc, ce que j'en pense, eh bien, je ne vais pas être très surprenant. Pour moi, c'est un grand classique du jeu de société. C'est comme Carcassonne ou Les Aventuriers du Rail. C'est un très bon jeu qui fonctionne très bien, qui fonctionne avec n'importe qui est hyper simple, hyper fluide. L'intérêt de la mécanique du draft, du fait qu'on joue en simultané, ça fait qu'il n'y a pas de temps mort. Des fois, on attend quelqu'un qui réfléchit, mais le jeu se joue extrêmement, extrêmement rapidement, et vraiment avec tout type de public. Donc j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Si vous ne connaissez pas, il faut absolument l'essayer. Si vous l'avez déjà essayé, peut-être que vous n'aimez pas, mais en tout cas, moi c'est vraiment un jeu que j'apprécie, que j'ai surtout redécouvert. Je le connaissais avant un petit peu, et puis je l'avais un peu oublié. Je l'ai redécouvert avec le confinement en jouant sur Board Game Arena. Et je me suis dit, allez, c'est quand même l'occasion de me le procurer, puisque c'est un jeu qui fonctionne toujours bien, qui est un petit peu une étape supplémentaire après Sushigo, parce que des fois Sushigo, bon, c'est sympa avec les nouveaux joueurs, mais on a envie d'aller sur un petit peu plus loin. Et c'est aussi un petit peu différent par exemple d'un jeu comme Paper Tales, qui est un jeu que j'apprécie mais énormément, encore plus que Seven Wonders, mais Paper Tales c'est très déstabilisant pour des nouveaux joueurs, donc même si c'est pour moi un très bon jeu, j'ai du mal à le sortir, mais Seven Wonders en tout cas n'a pas ce défaut-là. Enfin, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il est peut-être un petit peu cher pour l'ensemble des éléments qu'il y a dans la boîte, même si c'est de bonne qualité, donc je peux comprendre, mais bon, ils ont quand même profité de la nouvelle édition pour augmenter un tout petit peu le prix, il me semble, si je peux émettre une critique. Voilà, et puis surtout, le jeu dispose de pas mal d'extensions qui sont également en train d'être rééditées pour renouveler les parties. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Seven Wonders. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner. Et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!